Et on commence cette émission avec ton édito, Thomas. Face à la profonde crise que nous traversons, tu l'affirmes, l'économie sociale et solidaire doit sortir de sa niche et devenir la norme de demain. Et oui, Alex, alors plantons un petit peu le décor pour commencer, si tu le veux bien. Ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, hein, c'est un écosystème d'organisation qui peut aller des coopératives jusqu'aux fondations, en passant par les mutuelles, et qui globalement fonctionne sur un principe qui est de contribuer à l'intérêt général, de répondre à des problématiques sociales et environnementales, avant de penser à la profitabilité de leur activité. Aujourd'hui, c'est un pan important de l'économie française, et ça, parfois, c'est assez méconnu. On parle par exemple de 10% du PIB français aujourd'hui qui est porté par ces activités-là, de plus de 2,3 millions d'emplois qui représentent à peu près 14% de l'emploi privé en France. Ce n'est donc pas une petite niche, Mm. c'est d'ores et déjà un écosystème très large et qui répond à bien des besoins. Récemment, chaque année d'ailleurs, un baromètre est conduit sur l'entrepreneuriat social, hein, qui est très souvent lié d'ailleurs à l'économie sociale et solidaire, et 66% des Français déclarent avoir déjà entendu parler de l'économie sociale et solidaire, ce qui représente une part significative de la population et bien plus importante d'ailleurs que celles et ceux qui répondent avoir entendu parler de l'entrepreneuriat social, seulement 38%, Mm. ou pour prendre un autre sujet qu'on a déjà évoqué dans l'émission, les sociétés à mission, seulement 14%. Alors aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire celles et ceux comme Salomé par exemple avec le Drive to Nu qui engagent des projets entrepreneuriaux pour résoudre des problématiques sociales et environnementales. Mais il faut surtout voilà, qu'on puisse illustrer avec des exemples. Et donne-nous des exemples justement. Alors quelques-uns par exemple, le groupe SOS qui est parfois méconnu, mais qui est pourtant le plus grand groupe d'entrepreneuriat social en Europe, hein, qui regroupe plus de 20 000 salariés, adresse des secteurs très différents comme la santé, l'éducation, l'insertion, l'hébergement d'urgence, et aujourd'hui touche plus de 2 millions de bénéficiaires et pèse plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est donc un groupe important de l'économie sociale et solidaire. Il y a des structures plus petites qui œuvrent dans d'autres domaines. Je pense au jardin de Cocagne. C'est un réseau qui vise à développer des jardins et comment dirais-je, des potagers bio en faisant de l'insertion, donc qui traite à la fois la dimension écologique et la dimension sociale. Mm. Sur des thèmes assez actuels, on pourrait aussi évoquer des entreprises comme Phoenix, qui a d'ailleurs œuvré dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris Mm. en revalorisant des repas, et ils ont sauvé plus de 400 000 repas, des déchets en les redistribuant à des associations pour aider à la solidarité et à la lutte contre le gaspillage, ou Lemon Tree qui propose des solutions de collecte, notamment de bouteilles ou de canettes en entreprise. On pourra aussi parler tout à l'heure du Drive to Nu que développe Salomé sur les sujets du vrac. Est-ce que tu peux nous parler des principaux défis que tu identifies? Alors aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social, hein, pour rester concentré sur celles et ceux qui œuvrent, sont dans une forme de paradoxe. C'est qu'à l'heure où les besoins n'ont sans doute jamais été aussi importants, parce que dégradation sociale et environnementale que l'on constate de plus en plus, et donc besoin d'entreprendre différemment, eh bien, les entrepreneurs sociaux sont face à des difficultés, notamment de collecte pour financer leurs activités, et puis pour trouver l'équilibre économique, parce que même si on ne vise pas toujours de la profitabilité, il faut Mm. viser de la rentabilité pour pouvoir être pérenne. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, dans d'autres enquêtes qui sont faites spécifiquement auprès des entrepreneurs sociaux, 44% de ces entrepreneurs disent avoir des difficultés à trouver les moyens financiers adéquats pour développer leur activité. 20% trouvent qu'il y a une baisse des financements publics à l'heure où, bon, ça ne touche malheureusement pas que ce secteur-là, mais on en aurait besoin. Et 18% évoquent un manque de partenariat avec des entreprises, notamment privées et de grande taille, pour pouvoir passer à l'échelle les innovations qu'ils essaient de mettre en place. Par ailleurs, et ça c'est un chiffre qui est assez inquiétant, c'est que alors qu'en 2016, 93% des entrepreneurs sociaux voyaient favorablement l'évolution de leurs activités, aujourd'hui ils ne sont plus que 74%. On peut voir une forme de pessimisme donc sur les perspectives qui s'ouvrent à l'économie sociale et solidaire. Et des perspectives plus optimistes? Alors oui, d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes, et notamment dans cette période que l'on a traversée post-Jeux Olympiques, où justement il y avait des objectifs forts de mobilisation de l'écosystème des entrepreneurs sociaux pour répondre à des besoins liés à l'organisation de cet événement planétaire gigantesque. Et la bonne nouvelle, c'est que par exemple plus de 500 entreprises sociales ont pu gagner des marchés dans le cadre des Jeux Olympiques pour Mm. pouvoir servir l'ambition qui était de faire les JO les plus environnementaux ou les plus écolos, pour dire caricaturalement les choses, de l'histoire. Et bon, il y a eu plein de choses bien réussies
réussi sur ces Jeux Olympiques, je pense que ça en fait partie. Et puis des perspectives, parce que de plus en plus d'acteurs du monde économique se rendent bien compte que les enjeux sociétaux deviennent fondamentaux pour pérenniser les activités économiques. C'est pour ça que quand bien même il y a des formes de pessimisme, je pense qu'on peut encore voir positivement les choses, et c'est ce dont on va essayer de débattre aujourd'hui. Et merci Thomas. Et je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table et que chacun partage un enjeu clé quant à l'avenir de l'entrepreneuriat social. Qui veut commencer, Salomé ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis la cofondatrice donc, du Drive to Nu, qui est un réseau de supermarchés et de drive zéro déchet. Nous, on a commencé l'aventure en 2018 et c'est vrai que ça s'est assez rapidement répliqué, puisqu'aujourd'hui, on a 11 points de vente donc, à Toulouse, à Lille et à Bordeaux. Et l'un des enjeux principaux, effectivement, Thomas, tu en parlais, il y a la question du financement quand même. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important d'arriver également à montrer, il y a cet enjeu de montrer que dans l'entrepreneuriat social et solidaire, on peut avoir une rentabilité, comme tu dis. Donc nous, aujourd'hui, on a réussi à prouver que dans notre modèle, les unités de vente sont rentables, donc ce sont les coûts de support qui font qu'on a besoin de lever de l'argent, mais la démultiplication des points de vente finira par écraser les coûts de support. Mais c'est important aussi d'avoir des boîtes, et tu en as cité d'ailleurs quelques-unes, Thomas, qui montrent qu'il y a un vrai potentiel économique, que ça fonctionne, que ça se pérennise. Et donc nous, on a cet enjeu du financement, bien évidemment, de trouver les bons investisseurs, les bonnes personnes qui veulent nous suivre pour démultiplier le modèle maintenant plus rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une petite forme d'urgence écologique en tout cas, et sociale aussi. Et puis il y a cette question aussi de la valorisation de l'impact de ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est très peu standardisé en termes d'impact. Il y a quelques approches de coût évité. Il faudrait qu'on ait quelque chose qui soit plus institutionnalisé, plus standardisé et qui permette ensuite aux politiques publiques d'avoir des critères pour pouvoir accompagner nos entreprises, pour pouvoir leur permettre de mieux se répliquer, de mieux se développer, et accompagner celles qui existent déjà et favoriser l'émergence de nouveaux modèles. Elsa, Guillaume ? Je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. Quand on voit les défis sociaux, environnementaux qu'on a face à nous, on a besoin que notre économie ne se fasse pas au détriment des équipes dans les entreprises, ne se fasse pas au détriment des parties prenantes, ne se fasse pas au détriment de la nature, de la planète. Donc on ne peut plus s'enrichir aujourd'hui en détruisant la biodiversité, on ne peut plus s'enrichir en piquant la moitié de la caisse par rapport au reste de l'équipe. On ne peut plus faire de l'entrepreneuriat comme ça. Donc on a besoin aujourd'hui qu'il y ait un entrepreneuriat qui se développe, qui soit beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire que les parties prenantes aient aussi leur mot à dire dans l'évolution de l'entreprise et qui ne se fasse pas donc, au détriment des plus vulnérables, de la nature, parce que sinon ce ne sera pas viable. Alors après, je dis ça, ça me paraît loin, dans le sens où aujourd'hui j'ai des conversations, moi, avec par exemple des gens dans des grandes entreprises qui me disent fièrement aujourd'hui on est à 2% d'activité responsable. Mais ils sont contents d'en être arrivés là parce qu'avant ils étaient à 0%. Mais je me dis, du coup il y a 98% d'activités irresponsables. Donc ça laisse quand même du chemin. C'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Hein. Peut-être. On peut imaginer qu'il y aura une forme de dynamique, tu vois. Moi qui suis la désespérée optimiste. Peut-être que c'est exponentiel. En tout cas, c'est vrai que je mesure qu'on a encore du chemin et que peut-être il y aura besoin de crise en fait pour que ça s'accélère. Et malheureusement, en fait, je ne sais pas exactement si on sera capable d'y aller de manière douce. Smooth en fait. Et c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète personnellement. Après, je pense qu'il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est qu'on a souvent entendu l'expression « impossible n'est pas français ». C'est Napoléon qui l'aurait dit pour vaincre en fait, les Espagnols à l'époque en envoyant en fait, des chevaux polonais. Donc en réalité, impossible n'est pas franco-polonais, et pas français, puisque impossible est bien un mot français, mais ce n'est pas un mot franco-polonais. Et donc je pense que si on veut faire bouger notre économie, il faut qu'on la lie, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises bossent avec le public, que le public bosse avec la société civile. Il faut qu'on n'essaye pas chacun de notre côté de transformer nos assos ou nos entreprises, mais qu'on bosse ensemble.
Elsa? Je vais compléter parce qu'évidemment, je partage vos 2 points de vue et je bois vos paroles. Je pense qu'il faut surtout beaucoup plus d'émissions comme celle-ci, mais sur des chaînes qui soient des chaînes qui parlent d'économie traditionnelle beaucoup plus souvent, en fait. Parce que c'est là aussi qu'il faut hybrider. Si on veut faire en sorte d'avoir moins de difficultés économiques, il faut évidemment parler de nos sujets. Et en parlant de nos sujets, d'un seul coup, on s'y intéresse et on peut faire venir des financeurs à ces endroits-là. Le sujet de la gouvernance, c'est un sujet qui est éminemment stratégique pour l'économie sociale et solidaire, qui peut expliquer à d'autres environnements comment gouverner différemment une entreprise, mais sans pour autant être complètement un modèle aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir au sein de nos propres gouvernances d'économie sociale et solidaire. Et moi, je dirais, ce qui me frappe encore plus, parce que ça fait entre guillemets que 3 ans et demi que je suis dans ce secteur-là, pour en avoir visité beaucoup des secteurs d'activité, je trouve aussi que l'économie sociale et solidaire est beaucoup trop politisée et pas suffisamment politique. En fait, c'est un projet de société, c'est le projet de société, tu as raison, on n'a pas le choix. Et il y a un moment, il faut se départir des conditions partisanes qui sont en fait dans cet environnement-là, qui fait qu'on reste tanké à 10%, parce que ces 10% dont tu parlais du PIB, en fait, moi, ça fait 10 ans que j'entends parler de 10%. Quoi. Alors, je veux bien que le gâteau est augmenté et que finalement, en valeur, on augmente, mais finalement, en fait, en proportion, on est vraiment toujours au même endroit. Donc, il y a un énorme sujet. Et l'autre chose, c'est le sujet, effectivement, comme tu le disais très justement, Guillaume, de l'hybridation, c'est-à-dire comment on est capable de désiloter chacune des approches économiques pour aller de plus en plus travailler avec des corporates. Et nous, c'est ce qu'on s'emploie à faire avec les fellows Ashoka. Donc, je suis très heureuse. Tu en as cité 2 dans ton édito. Donc, le groupe SOS et... complet hasard, on peut le dire. C'était pas du tout un placement produit, hein. Là on est d'accord. Parce que c'est pas l'ESS qui va sponsoriser, en tout cas c'est pas une asso qui va sponsoriser l'émission, malheureusement. J'aimerais beaucoup le faire, hein. Mais en tout cas, donc le groupe SOS et puis les Jardins de Concagne sont 2 fellows Ashoka et on vraiment s'investit de façon très importante pour faire en sorte que les acteurs de changement qu'on accompagne et qu'on finance pendant 3 ans et qui restent dans le réseau à vie chez Ashoka travaillent de plus en plus avec des groupes comme L'Oréal, comme EDF, comme Sage, comme Engie, non seulement parce que ça permet à ces groupes-là de comprendre comment l'innovation sociale fonctionne, mais ça permet aussi d'être beaucoup plus rapide dans le déploiement des solutions pour adresser les besoins sociaux et surtout tacler en fait les causes racines des problèmes, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas tant d'être dans le curatif. Il faut évidemment dans l'immédiateté. En revanche, il faut vraiment penser à éviter de reproduire systématiquement les problèmes de société. Merci à tous les 3 parce que qu'on parle de lien avec les acteurs publics, le monde de la finance ou les acteurs privés. Vous évoquez tous les 3 en fait ce qui était le thème de la précédente émission sur la coopération. Donc le lien est fait, on peut avancer. Et on peut boucler cette séquence et garder un peu de matière pour notre débat. Tout de suite, on passe au top et au flop.